On va résumer la première lettre du livre Inconnu à cette adresse de Kersman Taylor. Donc on va voir quelles informations on trouve dans cette première lettre. Déjà, elle est écrite en Californie, donc en Amérique, et elle est adressée à quelqu'un qui s'appelle Martin et qui habite en Allemagne. On a la date également, ça se passe en 1932. 1932, c'est après la Première Guerre mondiale et avant la Seconde. L'auteur de la lettre, celui qui écrit, s'appelle Max, on le verra à la fin avec sa signature. Et il écrit à son ami pour lui parler de son retour en Allemagne, parce que son ami a quitté les USA pour retourner en Allemagne. Et celui qui écrit, donc Max, il a un peu le mal du pays. Il lui dit: t'as bien de la chance d'être rentré au pays. Donc on comprend qu'ils sont tous les deux allemands et qu'ils s'étaient enfuis en Amérique pendant la Première Guerre mondiale. Et il dit: maintenant que tu es rentré en Allemagne, tu as tout récupéré. Il y a la liberté intellectuelle, il y a les discussions, la musique, la camaraderie, tout est génial là-bas. Et en plus, maintenant, on en a fini avec l'arrogance prussienne et le militarisme. Alors en fait, c'est parce que l'Allemagne, quand elle a perdu la Première Guerre mondiale, elle a été complètement démantelée. Les autres pays d'Europe qui ont gagné l'ont vraiment mise à genoux. Et d'un côté, il y avait la noblesse prussienne qui était mal vue à l'époque parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient un peu arrogants avec le peuple. Et du coup, toute cette noblesse prussienne, elle a été mise à genoux. Et lui, il trouve que c'est une bonne chose parce qu'ils sont débarrassés de ce qui était, d'après lui, des mauvais éléments. Et du coup, il dit: c'est merveilleux, notre pays est liberté, est libéré, et il va y faire bon vivre. Il lui parle aussi de sa femme et de ses enfants. Apparemment, Martin, il est parti avec Elsa, son épouse, et 2 garçons. Et il parle du décor, il dit: qu'est-ce que c'est beau là-bas, j'en ai tellement de bons souvenirs. Je me rappelle quand ta femme Elsa, elle me disait d'entrer pour qu'on puisse boire et manger ensemble. De tes enfants qui sont si mignons, mais quand je les reverrai, ce sera des hommes. Et il lui dit que tous ses meilleurs souvenirs, ils datent de cette époque, parce qu'on mangeait bien, parce que le paysage était beau, parce que c'est son pays chéri qu'il adore. Ensuite, il lui parle de leurs affaires, et on comprend que tous les deux, ils ont été associés en Amérique. Donc, ils ont fui la guerre ensemble, et quand ils étaient réfugiés suite à cette guerre en Amérique, ils ont monté une affaire apparemment de commerce de tableaux, parce qu'on parle d'un Picasso. Et leur clientèle, ça semble être des vieilles dames juives. Et donc, il en parle en disant, il n'est pas très respectueux de ses clientes, hein. Il dit: il y en a une, je la laisse venir, l'autre, elle a que des mauvais conseillers parce qu'elle achète que des tableaux moches et qui n'ont pas de valeur. Et il dit: mais je suis pas aussi doué que toi pour faire des ventes, parce que moi, je leur parle finance, mais toi, tu leur montrais toutes tes connaissances de grands intellectuels, et du coup, ça les impressionnait. Il dit même: je crois qu'elles me font pas vraiment confiance parce qu'elles n'ont pas envie de donner leur confiance à un autre juif. Et puis ensuite, dans la lettre, il parle de sa petite sœur qui s'appelle Griselle. Et cette petite sœur Griselle, elle est repartie en Europe, on ne sait pas encore dans quel pays. Et apparemment, elle a un passé qui est un petit peu compliqué. Ça fait longtemps qu'elle essaye de devenir comédienne, mais au début, elle était dans des petites troupes qui n'avaient pas beaucoup de succès. Et il y a un autre élément de son passé dont il parle, et on comprend à demi-mot qu'ils ont été amoureux, Max et Griselle, mais qu'ils se sont séparés. Et il dit: elle me demande de tes nouvelles, mais avec amitié, elle n'est plus fâchée contre toi. Donc on comprend un petit peu qu'il a dû la quitter apparemment pour épouser la fameuse Elsa. Mais apparemment, Griselle ne lui en garde plus de rancœur, et lui-même il dit: tu sais, toi ou moi, on ne se serait pas comporté autrement. Donc il n'en veut pas non plus à son ami d'avoir quitté sa petite sœur. Il lui dit même: comme tu es en Europe, je lui ai pas encore dit, mais quand je lui dirai, ça la rassurera, elle sera contente de voir qu'il y a des gens qui sont près d'elle. Et la fin de la lettre, c'est quelque chose de très amical, où il lui dit: salue bien ta femme et les enfants. On voit que c'est des amis qui sont proches, et il y a beaucoup de chaleur dans cette lettre. Et c'est la fin du résumé de la première lettre de Inconnu à cette adresse. On va résumer la deuxième lettre du livre Inconnu à cette adresse de Kersman Taylor. Donc cette fois, c'est la réponse à la première lettre. Donc elle part de Munich en Allemagne et elle va aux États-Unis, en Californie. Et c'est une lettre qui, cette fois, est de Martin à Max. Et qu'est-ce qu'écrit Martin pour répondre à son ami Max? D'abord, il le remercie d'avoir très vite envoyé une lettre. Il est très content d'avoir reçu une lettre de son ami. Et il lui dit: écoute, pour nos affaires, t'es pas obligé de me donner les détails, fais ce que tu veux, je te fais confiance.
Et ensuite, il va décrire sa vie sur place. Et on se rend compte que l'Allemagne, en fait, elle est très pauvre. Il dit qu'avec le prix qu'il payait pour avoir 2 domestiques aux États-Unis, il peut en payer 10 en Allemagne. Il vient d'acheter une maison qui a 30 pièces avec un parc qui a 5 hectares et demi. Donc on voit qu'il est très riche et il achète plein de choses. Il achète des services en porcelaine, des verres en cristal. Il achète aussi, il dit ah bah tiens, je vais te raconter ça, ça va te faire rire. Il raconte qu'il a acheté un lit énorme, tout en sculpture, etc. Que le lit était tellement grand qu'il a dû faire coudre des draps en lin sur mesure. On voit que c'est vraiment très luxueux. Et il a offert ça à sa femme Elsa. Et Elsa, quand elle en a parlé à sa grand-mère, parce qu'elle était très heureuse de montrer que elle avait un si beau lit, sa grand-mère, elle a dit oula, c'est une mauvaise idée ça, parce qu'avec un lit aussi gros, tu vas devoir grossir encore plus pour le remplir. Et apparemment, Elsa, elle répond bah oui, quand j'en serai à ma 4e grossesse, c'est bien possible que je remplisse tout ce lit-là. Bon, c'est de l'humour, on voit qu'il y a une bonne ambiance, que tout le monde rigole bien, ils font des petites blagues sur Elsa qui a visiblement pris un peu de poids avec la naissance de ses premiers enfants. Ils sont heureux, ils vivent dans l'opulence matérielle, mais on voit quand même qu'il y a des problèmes en Allemagne à cette époque, hein, dans l'entre-deux-guerres. Il y a une misère qui est terrible partout autour d'eux. Il dit que ça fait des envies, que les gens commencent à le jalouser. Mais en même temps, il dit que les gens l'admirent beaucoup, donc c'est un petit peu ambivalent. Et il lui propose de postuler pour devenir au conseil communal, quoi, pour devenir maire ou un adjoint du maire. Il dit que apparemment le président c'est Edinburgh, c'est quelqu'un que lui admire beaucoup, mais il y a encore des troubles politiques. Le pays n'est pas encore stabilisé. Et puis, il va lui parler de Griselle, sa petite sœur. Et là, on va comprendre qu'en fait, Martin et Griselle, ils ont eu une liaison alors que Martin était déjà marié. Il avait déjà sa femme Elsa et ses 2 enfants. Et il en parle avec, on voit qu'il est encore amoureux de cette jeune fille. Il dit, je suis triste de voir qu'elle doit gagner sa vie par elle-même parce que elle aurait dû trouver quelqu'un qui la fasse vivre dans un certain luxe. C'est un peu bizarre, hein. On voit que les deux hommes qui échangent ces lettres, ils ont l'air d'avoir beaucoup d'amitié l'un pour l'autre, mais vraiment, ils sont très portés sur l'argent l'un et l'autre, hein. Et puis il ajoute, il dit, oui, bien sûr, si elle est pas loin, dis-lui de venir nous voir, parce que Vienne, c'est pas loin de là où elle est. Et donc, apparemment, entre Vienne et Munich, il n'y a pas beaucoup de distance et elle pourrait leur rendre visite. Il dit que sa femme n'a jamais su quelle était la nature de ses sentiments pour Griselle et qu'elle recevra Griselle avec autant de gentillesse que si elle l'avait reçu lui. C'est un petit peu mitigé, hein. On s'attache pas trop à ces personnages parce qu'ils ont l'air de pas être très sympas avec leur entourage. Il y en a un qui vole les vieilles femmes juives. Enfin, il les vole pas, mais il leur vend des tableaux qui ne valent pas leur valeur. L'autre, il prend une maîtresse, il la ramène chez sa femme. Mais bon, à côté de ça, ils ont l'air d'être des gens quand même qui tiennent l'un à l'autre. Et on voit que quand il parle de Griselle, il n'est pas irrespectueux d'elle, au contraire. C'est un texte qui a été écrit en 1938 par une femme qui s'appelle Catherine Kersman-Taylor. Et peut-être que c'était les valeurs dans lesquelles elle vivait et qu'elle ne veut pas forcément nous donner ce sentiment qu'on a aujourd'hui en lisant ces lettres-là. Bref, la lettre se termine, encore une fois, en s'assurant de leur amitié. Ils se disent au revoir chaleureusement et c'est la fin du résumé la de cette 3e deuxième lettre du livre Inconnu à cette adresse, qui est écrite cette fois de Max pour Martin. Ils sont en janvier 33. Nous, qui vivons dans le futur, on sait qu'en janvier 33, c'est la date à laquelle Hitler est arrivé au pouvoir. Il démarre sa lettre en parlant tout de suite de Griselle, donc sa petite sœur, et en disant qu'il lui a envoyé son adresse et qu'elle va sûrement très bientôt la recevoir ou bien elle l'a déjà. Et il se réjouit à l'avance que sa sœur puisse aller rendre visite à son amie et il dit « Je serais tellement content qu'elle aille te voir que ce sera comme si j'étais avec vous ». Alors les 2 protagonistes de cette histoire, ils sont tous les 2 riches, hein. Ils ont une galerie d'art et dans la lettre précédente, Martin disait qu'il y avait beaucoup de pauvreté en Allemagne mais que lui vivait très bien parce que avec l'argent qui s'était fait, il rachetait tout à une misère. Et Martin, de son côté, lui répond aux États-Unis aussi, il y a beaucoup de misère, l'hiver est rude, mais certainement que c'est pas aussi grave que ce dont tu parles en Allemagne. Et il dit, mais de toute façon, nous, on a une galerie d'art, on a une clientèle qui nous suit, et finalement, on est bien assez riche pour pas se faire de soucis, et même si on gagnait 2 fois moins d'argent, on vivrait toujours bien. Il dit, ce serait peut-être un peu moins luxueux, il dit sans prodigalité. C'est un mot que je connaissais pas, je suppose que ça vient de prodigue, comme l'enfant prodigue qui était parti, dans les textes religieux, c'est un enfant qui était parti, qui avait dépensé tout son argent et qui était revenu après auprès de son père qui lui avait pardonné. Donc je suppose que si l'enfant prodigue est celui qui dépense tout, la prodigalité, ça veut dire de beaucoup dépenser.
Surtout que dans la phrase, il dit « On vivrait même avec 2 fois moins d'argent, sans prodigalité excessive, mais confortablement ». Ensuite, il parle un peu affaires, ils disent 2 choses. D'abord que son fameux copain en Allemagne, il a acheté des huiles, donc c'est des toiles peintes avec de la peinture à l'huile, qu'il a acheté pour 3 fois rien. Et il dit « Moi ici en Amérique, les toiles que tu m'as envoyées, je les ai revendues pour une fortune, on a gagné plein d'argent là-dessus ». Et la deuxième chose qui l'amuse beaucoup, c'est d'avoir vendu une vilaine Madone. Une Madone, c'est une peinture de la Vierge Marie, à Mrs. Fleischmann, qui est une vieille dame qui se prend pour une amatrice d'art et il dit j'ai donné un prix complètement exorbitant, hallucinant et elle a cru qu'il fallait se jeter sur l'affaire et elle me l'a payé très cher à un prix exorbitant. Donc il commence à dire à Martin, t'imagines comment ça m'a fait rire quand elle est partie avec sa peinture horrible sous le bras. Et après il se ressaisit un peu, non pas pour empathie pour la vieille dame, mais il dit parfois j'ai quand même honte d'avoir toutes ces petites victoires faciles et de vivre si bien, alors qu'il y a de la misère partout autour de nous. Et il dit, et c'est pareil pour toi, tu gagnes plein d'argent parce que tu achètes des œuvres d'art, des choses comme ça pour 3 fois rien, et tu les étales aux yeux de la famille de Elsa. Elsa, c'est la nouvelle épouse de Martin. Et il dit, est-ce que c'est ça nos triomphes? Est-ce que c'est ça notre apogée? L'apogée, c'est le meilleur moment, le meilleur passage, en l'occurrence, de leur vie. Il dit, est-ce que c'est ça notre réussite? D'avoir réussi à obtenir malhonnêtement un argent et après de l'étaler aux yeux des autres. Donc il dit 2 choses, soit qu'il peut aménager sa conscience en se disant que de toute façon, Madame Fleischmann, elle aurait acheté des monstruosités, si c'était pas lui, ce serait à quelqu'un d'autre pour des sommes exorbitantes. Ou alors, plutôt que d'épargner sa conscience en trouvant des fausses excuses, il dit « il me reste quelque chose d'important ». Et ce qui lui reste, il dit, c'est un havre de paix de quand je suis dans une relation authentique avec un vrai ami, où on peut parler de livres, où on peut avoir des conversations qui donnent du sens à la vie, où on a quelque chose entre nous, notre vraie amitié, qui est loin de l'égoïsme ou de la vantardise, qui est quelque chose que la fausseté ne peut atteindre. Et il termine sa lettre en disant, au fait, c'est qui Adolf Hitler qui est en train d'arriver au pouvoir en Allemagne? J'ai lu sur son sujet des choses que je trouve un peu inquiétantes. Et il termine avec une blague un peu moyenne sur Elsa, donc qui a déjà eu 3 enfants et qui se plaint d'être devenue un petit peu trop ronde. Il dit « Embrasse les gosses et notre abondante Elsa » de la part de ton affectionné. Son affectionné, ça veut dire de quelqu'un qui t'aime beaucoup. Et c'est signé Max. Donc voilà, pour revenir rapidement sur cette lettre, en gros, il a donné l'adresse de Martin à sa sœur Griselle qui devrait aller les voir. Ils vivent tous les deux très bien dans des pays qui sont tous les deux très pauvres, les États-Unis et l'Allemagne, bien que l'Allemagne soit plus pauvre. Max se pose un petit peu des cas de conscience en se demandant si c'est bien honnête de voler comme ça les gens, ou enfin de les arnaquer comme ça, et de se vanter avec cet argent mal acquis. Mais bon, il se dit que la vie est ainsi faite et qu'il lui reste un vrai ami qui est Martin. Fin du résumé de la lettre 3. On va résumer maintenant la 4e lettre du livre Inconnu à cette adresse de Kersman Taylor. Cette fois, c'est Martin qui écrit à Max. Donc lui, il s'est installé en Allemagne avec sa femme et il répond à son ami qui lui demande ce qu'il pense de l'arrivée d'Hitler. Et on va découvrir qu'il a des sentiments ambivalents, c'est-à-dire à la fois positifs et négatifs au sujet de Hitler. Il dit « Je crois qu'il est bon pour l'Allemagne, mais j'en suis pas sûr ». Et de toute façon, il est là, et même Édimbourg ne pourra pas le détrôner. Il veut dire que maintenant qu'il a pris le pouvoir, de toute façon, maintenant, il va le garder. Il dit, par exemple, c'est quelqu'un qui électrise les foules, il fascine les gens, c'est un très grand orateur. Ça veut dire quelqu'un qui est doué à l'oral, qui sait bien parler. Et en même temps, dans la même phrase, il écrit, mais je ne suis pas tout à fait certain qu'il soit saint d'esprit. Il dit, il est peut-être un peu fou. Il dit aussi qu'il y a des escouades, c'est des milices, qui sillonnent les rues et qui persécutent les juifs. Et qui pillent, ça veut dire qu'ils prennent ce qui n'est pas à eux, qui volent dans leurs magasins, etc. Et on voit un petit peu tout le drame de cette époque. C'est que Martin, il écrit, mais ce sont peut-être des incidents mineurs qui vont plus tard permettre à quelque chose de bien d'émerger. Et c'est tout ça le drame. C'est que bien sûr la population a vu qu'il se passait des choses qui étaient graves, comme par exemple quand on cassait des vitrines de magasins, qu'on volait ce qu'il y avait à l'intérieur ou qu'on battait des gens dans la rue. Ils se sont bien rendus compte que c'était grave et que c'était mal. Mais ils se sont dit, bah écoute, c'est peut-être quelque chose de mauvais, mais qui finira par apporter quelque chose de bon. Il dit aussi, quand on croise quelqu'un qui a le visage ensanglanté, on a le cœur qui saigne secrètement. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous aide à se mettre un petit peu à leur place.
On pourrait dire les nazis c'était tous des monstres, ils étaient complètement stupides. C'est pas possible que dans un pays entier tout le monde soit bête et méchant. Donc il y a des mécanismes qui font qu'on en arrive là. Et par exemple, quand on voit quelqu'un de blessé, qu'on sait que c'est injuste et que ça fait de la peine, mais qu'on a peur, qu'on n'ose pas le soutenir ou le défendre, parce que autour d'eux, il y a la foule, il y a tous ces gens qui font peur parce qu'ils sont enragés et qu'on se dit, si on le défend, on risque d'être pris à partie par la foule. C'est l'effet de groupe et on peut le ressentir dans plein de contextes différents. C'est pour ça que c'est intéressant de faire lire ce livre à des élèves qui sont a priori de braves petits-enfants plutôt bien élevés, pas des nazis sanguinaires, mais qui peuvent comprendre ce que c'est l'effet de groupe. Quand quelqu'un subit une injustice, c'est parfois difficile de le défendre parce qu'on a peur de s'attirer soi-même la colère du groupe. Et il finit même par dire, Martin, il y a une question que je me pose et il y a qu'à toi que je peux la poser cette question-là parce que je ne peux pas l'avouer en public. Je me demande même si la finalité de Hitler, c'est-à-dire l'objectif final, je me demande s'il est juste. Et il dit, nous on vivait en Amérique et on était tranquille, à l'abri de tout, mais les Allemands pendant des années, ils ont eu faim, ils se sont mis à maigrir, ils ont eu plus de pain, ils ont souffert, ils ont été humiliés, ils ont eu honte. Et Hitler, il leur a redonné de la fierté, il leur a redonné la possibilité d'être fiers d'eux-mêmes. Et tous ces gens qui avaient la tête baissée, et maintenant, ils sont capables de faire des choses, ils ont retrouvé du courage. Et la seule question qui reste en suspens, nous on connaît la réponse, parce que on sait comment a fonctionné le nazisme une fois qu'il a eu le pouvoir. La question que lui se pose, c'est est-ce que ça va apporter de bonnes choses? Est-ce que ça va être pour une cause juste? Parce que maintenant tout le monde est prêt, les gens sont motivés, organisés, ils veulent se battre, ils veulent changer les choses, mais ils ne savent pas encore comment. Et puis après, la seconde partie de la lettre, la toute fin de la lettre, il dit « Mais bon, je vais te parler un petit peu de notre vie au quotidien, on va faire une grande fête, on a invité le maire, il y aura 28 personnes à table. » Il parle de sa femme d'une façon hyper condescendante. Il dit elle a acheté une belle robe bleue. La seule question, c'est est-ce qu'elle va pouvoir rentrer dedans parce qu'elle est encore enceinte? Et la meilleure façon d'avoir la paix avec une femme, c'est qu'elle ait toujours un bébé à s'occuper. Comme ça, elle ne demande rien d'autre. Bon, c'est peut-être pas l'idéal de cellule familiale dans laquelle les parents se respectent l'un et l'autre, mais c'est comme ça dans cette lettre. Et donc, ce charmant monsieur qui s'apprête à donner une fête avec le maire, il dit aussi que Heinrich, dans mon souvenir, si c'est juste, c'est son fils aîné, se fait des relations mondaines. Il est tombé de cheval et c'est un baron, le baron von Freysch, qui l'a ramassé. Et du coup, ce fameux baron est venu un jour chez eux prendre le café et a invité Heinrich à passer chez lui. Donc Martin est content que son fils commence à se faire de la place dans la bonne société. Il dit quand même c'est embêtant parce que ce garçon qui a été élevé en Amérique, il ne parle pas très très bien l'allemand. Et il termine en disant, Martin, à Max, c'est très touchant la façon dont tu parles de notre amitié, et tu vois, tu es mon seul ami, il n'y a qu'à toi que je peux dire que dans le fond, il a peur d'Hitler, il ne sait pas ce que Hitler ça va donner, il n'y a qu'à lui à qui il peut dire qu'il a des doutes, parce qu'il doit tout le temps mentir et se cacher, parce que dans le fond, lui aussi, il a peur. Et il n'y a qu'à son ami Max qui peut le dire. Et il termine sa lettre en disant « Souvenir affectueux, Martin ». Fin du résumé de la lettre. On va résumer ensemble la 5e lettre du livre Inconnu à cette adresse. C'est une lettre qui est particulièrement dure à lire, qui est un petit peu cruelle, parce qu'elle nous montre la guerre et les choses qui arrivent comme information de cette guerre, avec tout ce qu'il y a d'horrible dans une guerre. C'est plus juste un mot, c'est vraiment des choses concrètes. Donc c'est Max qui écrit et il dit à Martin « J'ai des informations qui m'arrivent sur ce qui se passe en Allemagne et je suis choqué, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Aide-moi toi à me dire... dans tout ça, en gros, qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui est exagéré? Il dit qu'il y a le fils d'un ami qui est revenu et qui a raconté des choses horribles. Il a dit qu'il y avait des pogroms. Des pogroms, c'était des espèces de milices où la population qui se mettait à attaquer tous les juifs qu'il y avait dans un quartier, à casser leurs magasins, à tuer les gens, à faire des choses horribles. Il a dit qu'il a vu aussi des gens se faire tuer dans la rue en étant frappés avec des fouets et des gens qu'on oblige à boire de l'huile et c'est quelque chose qui est toxique à grande quantité et à la fin les gens ils agonisent et ils meurent parce qu'ils ont bu ce truc. J'ai mis du temps avant de finir cette vidéo parce que je ne savais pas trop comment résumer ce chapitre, je ne sais pas quel âge ont les élèves à qui on demande de lire ça et c'est très violent à lire et en même temps c'est une réalité. Aujourd'hui, maintenant, il y a plein d'endroits dans le monde où il y a des guerres. Par exemple, en Ukraine, autant les prisonniers ukrainiens que les prisonniers russes et parfois les populations civiles, ils racontent d'avoir vu et d'avoir vécu des choses qui ressemblent à ça, qui sont absolument horribles.
Il y a eu des choses qui ont été perpétrées en Syrie qui sont aussi pareilles. Et pareil dans les deux camps, autant du côté de Daesh que du côté de l'armée régulière qui était avec Bachar el-Assad. Et j'ai un peu peur que ce livre soit manichéen, c'est-à-dire qu'il nous montre qu'il existe des gentils et des méchants, alors que la guerre, c'est plutôt un processus, un mécanisme qui fait qu'il va chercher en chaque personne ce qu'il y a de plus mauvais. Et après, il y a des gens qui résistent et qui réussissent à utiliser leur énergie pour la mettre au service du bien. Et il y a d'autres personnes, peu importe dans quel camp elles sont, qui participent aux horreurs parce que je ne sais pas si c'est leur nature profonde ou si c'est la faiblesse qu'ils ont dans ce moment-là d'être embarqués par le groupe, mais c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Moi-même qui suis adulte, chaque fois que je lis ou que j'entends des exactions comme ça, je me demande mais comment l'humain il en est arrivé là? Et je crois que c'est pour ça aussi que je continue à lire des livres et qu'il y a des gens qui en écrivent et qui continuent à réfléchir, parce qu'on voudrait arriver à un monde où c'est pas comme dans cette lettre, où on n'empoisonne pas les gens dans la rue, où on ne les bat pas, où on ne détruit pas les maisons ou les commerces de personnes terrorisées. Et comme je suis optimiste, je crois qu'on va y arriver et je crois même que ce sera petit à petit, grâce à l'éducation, et que de génération en génération, on va apprendre à mieux identifier ces processus pour ne pas se laisser aller à commettre des horreurs pareilles. Bon, je me suis un peu écartée du résumé de ce chapitre, on s'y remet. Donc Max dit à Martin, tu as peut-être raison, c'est peut-être seulement l'écume sale d'un mouvement qui au contraire est bien meilleur. Donc il dit peut-être que le nazisme c'est une bonne chose et que les exactions qui sont commises c'est juste le mauvais côté d'un bon mouvement. Et il dit pour terminer sur ce sujet, écris-moi mon ami pour me rassurer sur ce point. Ensuite il va reparler de Griselle, sa petite sœur Griselle. Elle est donc en Europe et elle joue sa pièce de théâtre qui est un grand succès et il y a plein de gens qui trouvent qu'elle est une très bonne actrice et qui lui proposent des rôles, entre autres à Vienne, en Autriche ou à Berlin, en Allemagne. Et elle est surtout très intéressée par le rôle qu'elle pourrait jouer en automne en Allemagne et elle écrit à son frère qu'elle a très envie d'y aller. Son frère lui dit du calme, attends un petit peu parce qu'il y a un sentiment anti-juif très fort en ce moment en Allemagne et même si Griselle n'a pas un nom de scène juif, et il dit ça aurait été impossible qu'elle aille sur la scène en s'appelant Einstein, elle est quand même, on voit ses origines à travers ses traits, ses gestes et la passion qui vibre dans sa voix. Et il dit, s'il y a vraiment des actes antisémites provoqués qui sont comme ce que j'ai raconté avant, il faut à aucun prix que ma sœur aille là-bas, parce qu'évidemment, il a peur pour sa sœur. Et il termine en disant, excuse-moi, la lettre est courte, mais j'ai tellement de soucis avec ce qui se passe en Allemagne que j'ai pas le cœur à écrire des longues lettres. Il dit, réponds-moi vite, parce que j'attends avec impatience de savoir exactement ce qui se passe. Et il termine encore avec une formule d'amitié un petit peu écrite comme à l'époque, hein. C'est haut et fort que je proclame ma foi en toi et mon amitié pour toi et les tiens. Ton fidèle Max. Et c'est comme ça que se termine la lettre 5. On va résumer et surtout expliquer cette 6e lettre du livre Inconnu à cette adresse de Kersman Taylor. Celle-ci est écrite par Schulz à son ami Max Eisenstein, donc elle est écrite par l'Allemand à son ami juif qui vit en Amérique. On va donc avoir son point de vue à lui, le point de vue de Schulz, qui est parti vivre en Allemagne, qui commence déjà par prévenir qu'il y a une surveillance, une censure qui fait qu'il ne peut pas écrire de chez lui. Il envoie la lettre de la banque dans laquelle il travaille pour pas que son courrier soit lu par les autorités. Parce que il ne peut pas avoir un ami juif. Mais il ne s'en plaint pas. Son point de vue, c'est très très important de le comprendre, parce qu'on se demande toujours comment on est arrivé à des choses horribles comme ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tout l'intérêt de l'histoire avec un grand H, et même des petites histoires que sont les romans, c'est d'essayer de ne pas faire revenir des événements qui ont été tragiques dans l'histoire de l'humanité. Alors, on va essayer de comprendre le point de vue de ce monsieur Schulz. Il est donc censuré, mais il est content de ce qui se passe, même les pogroms, donc ça veut dire quand il y a des gens qui vont dans les rues qui sont habitées par des populations juives et qui ont également des magasins, c'est surtout les magasins qui étaient attaqués, et les gens détruisent les magasins, agressent les gens dans la rue, parfois les tuent. C'est un genre de soulèvement de la population contre sa minorité. Et en plus de la population, il y a aussi les autorités politiques qui vont dans le même sens, qui sont de plus en plus restrictives, discriminantes et même criminelles envers cette population qui est minoritaire et qui vit en Allemagne avec tout le reste de la population. Schulz dit que tout ça,
C'est bien dommage, mais c'est un sacrifice nécessaire. Parce que lui, il considère que l'Allemagne, pendant 14 ans, suite à sa défaite à la guerre précédente, elle vit dans la honte et dans la pauvreté, ce qui était une réalité d'ailleurs. Il vivait effectivement dans la pauvreté. La honte, c'est une question de ressenti, donc c'est plus difficile de juger si oui ou non le pays vivait dans la honte, mais c'est quand même un sentiment qu'on retrouve à travers la littérature comme ayant beaucoup imprégné le peuple allemand après sa défaite. Et surtout, ils ont beaucoup de, comment on appelle ça, de contraintes, de dettes à payer, de choses à livrer, qui fait qu'ils sont dans une misère profonde. Et en plus, ils se développent plus, alors que les autres pays, c'est l'époque de la colonisation, etc. Les autres pays se développent, alors que l'Allemagne n'a pas cette possibilité-là. Elle est complètement écrasée. Et depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir et de tout ce mouvement de révolution, ils sont en train de retrouver une certaine, comment? Je ne sais pas si on peut dire une certaine joie, mais en tout cas une certaine fierté d'être allemand, etc. Et ils trouvent qu'il faut donc purifier ce peuple de ces éléments qui sont un problème pour lui. Et pour lui, le problème des éléments qui sont mélangés au peuple allemand, c'est les juifs. Il dit d'ailleurs, c'est quand même bizarre que tout le monde, tout le temps, accuse les juifs, ça doit bien être la preuve qu'ils ont fait quelque chose. C'est le drame de l'expression « pas de fumée sans feu », qui est on ne peut plus fausse, parce que des rumeurs, par exemple, c'est de la fumée sans feu. Et c'est bien injuste de persécuter une minorité sous prétexte que s'ils sont persécutés, c'est bien qu'ils ont dû faire quelque chose. C'est un mécanisme qu'on voit réapparaître chez nous et qu'on trouve un petit peu partout, tout le temps, dans toutes les époques et dans toutes les populations, cette idée que si quelqu'un est victime et que tout le monde est contre lui, c'est probablement qu'il l'a mérité. C'est bien sûr un discours qui est faux et injuste et contre lequel il faut lutter. Donc, que contient encore cette lettre de Schulz pour son ami, entre guillemets? En parlant d'amitié précisément, il lui dit qu'il est son ami malgré le fait qu'il soit juif et certainement pas grâce au fait qu'il soit juif. Et il dit que c'est aussi un peuple pleurnichard qui ne pense qu'à lui, qui se morfond parce que quelques personnes sont exécutées, alors que c'est quand même un sacrifice nécessaire pour que les millions d'Allemands puissent se relever de là où ils étaient si mal. Voilà, et il termine sa lettre en donnant des nouvelles de sa femme et de ses enfants. Son fils est rentré dans ce qui sera plus tard les jeunesses hitlériennes, mais qui a un autre nom à ce moment-là dans le livre. Sa femme a des problèmes de santé, elle est prête à accoucher. Elle est dans son dernier mois et il pense que le bébé va venir plus tôt parce que sa femme ne va pas très bien, mais il dit bon, elle ira mieux après quand le dernier enfant sera né. Et il termine sa lettre par cordialement Martin Schulz. On voit que c'est fini toutes les effusions d'amitié qu'il y avait dans les lettres précédentes. Il met clairement une distance entre son, on peut dire, ancien ami et lui. Fin de l'explication de cette 6e lettre. On va résumer rapidement la 7e lettre de Inconnu à cette adresse de Kersman Taylor. C'est maintenant Max qui écrit à Martin Schulz et il a une hypothèse. Il pense que s'il a écrit cette lettre aussi horrible, c'est parce qu'il est sous la censure et qu'il sait qu'on va lire son courrier. Donc il dit « Je crois que tout ça, c'est une fausse lettre. Tu ne penses pas vraiment ça, c'est pas possible, tu es mon ami, je peux pas croire que tu penses ça. » Donc il a expédié cette lettre à une connaissance commune qu'ils ont tous les deux, qui est à Munich pour l'instant, et il lui dit « Envoie-moi juste le mot « oui » comme réponse, sans rien d'autre, pour pas te compromettre, pas te mettre en danger, et je serai rassurée, je saurai que mon ami n'a pas changé. » Et il pense cela parce que son ami est libéral, qu'il a grandi en Amérique. Alors c'est libéral sous-entendu dans la conception qu'en ont les Américains, parce que chez nous, en Europe, ça veut plutôt dire, on pense plutôt au libéralisme économique, alors que lui, il parle de l'indépendance des universités, du fait que les bibliothèques soient attaquées et qu'on puisse commettre de mauvaises actions en justifiant le mal. Donc on voit que c'est plus une idée morale qu'une idée économique. Voilà, j'arrête là le résumé parce que c'est une petite lettre très courte et on va tout de suite en lire une suivante. On va résumer la 8e lettre du livre Inconnu à cette adresse de Kersman Taylor. Bon, il faut reconnaître quand même que c'est un livre très manichéen. Manichéen, ça veut dire qu'il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, et que les choses ne sont pas subtiles. Le gentil est complètement gentil et le méchant est complètement méchant. Donc il va nous faire une réponse de grand méchant. Il va dire la réponse à la question de la lettre précédente est non. Non, il ne
Il n'écrit pas tout son soutien au régime émergent qui sera plus tard le régime nazi parce qu'il en est obligé, mais c'est vraiment son choix. Et il va s'en prendre précisément à son ex-ami Max en lui disant « Toi, tu es un libéral, mais moi, je ne le suis pas ». Donc il va nous donner ce qu'est sa vision à lui, à Martin Schulz, d'un libéral. Et il dit pour lui, c'est une personne passive qui est attachée à ses idéaux, mais qui ne fait rien pour obtenir un changement, qui prétend viser le long terme simplement parce qu'il a la peur de se mettre en action sur du court terme. Et il dit, oui, c'est vrai, notre monde est violent, mais tout est violent. La naissance elle-même est une chose brutale. Et pour obtenir une renaissance, parce qu'ils sont complètement à genoux, l'Allemagne à ce moment-là, ça doit aussi passer par la brutalité. Il dit c'est comme un chirurgien qui enlève un cancer, il ne fait pas de sentiments, il taille dans le vif. Et on voit qu'il y a un langage tout à fait guerrier en disant tu ne connais pas la beauté d'une épée qui se lève. Il lui rappelle au moment de terminer la lettre qu'il ne doit plus lui écrire et qu'ils ne sont plus amis et c'est signé Martin Schulz.